Plusieurs questions en une de la part de Bobby Fulbright. Bonsoir Monsieur Asselineau. Hormis le pouvoir médiatique et la non-reconnaissance du vote blanc, ne pensez-vous pas que le système soit verrouillé avant tout à cause de notre système de vote, scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, et des sondages qui poussent les Français au vote prétendu utile? Deuxième partie, que pensez-vous du vote alternatif à plusieurs tours et du jugement majoritaire? Et dernier point, seriez-vous en faveur d'une interdiction totale des sondages qui, à mon sens, ne sont que des outils de manipulation de l'opinion? Merci d'avance. Alors, il y a plusieurs questions il y a plusieurs questions. Il y a 2 grands types de questions. Il y a celles qui concernent le mode de scrutin et il y a celles qui concernent les sondages. Alors, s'agissant des sondages, je suis malheureusement assez d'accord avec cet internaute. C'est que je trouve que les instituts de sondage participent d'une espèce d'escamotage des élections. C'est-à-dire qu'il y a un nombre très significatif de personnes, j'en croise dans la rue constamment, qui me disent « Ah, ce que vous dites est formidable ». Je dis « Vous avez voté pour moi ?» Ils me disent « Non, non. » Eh ben, pourquoi? J'ai voté utile, j'ai voté pour quelqu'un qui avait plus de chance. C'est-à-dire que les gens ne votent pas spontanément pour ce qu'ils voudraient. Ils votent en se disant il faut voter pour celui qui a des chances d'être tel ou tel. C'est comme ça que les sondages promeuvent constamment, vous le savez très bien, Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, qui sont des bons candidats de premier tour, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire le plein des voix au premier tour de chacun dans leur camp, mais qui sont des candidats nuls de second tour, puisque tout le monde sait bien qu'ils sont incapables, ni Madame Le Pen ni Monsieur Mélenchon, de réunir plus de 50% des suffrages sur leur nom. Ce qui signifie que quiconque au deuxième tour est opposé à un candidat du Front National ou à un candidat de France Insoumise est sûr d'être élu. C'est encore ce qui s'est passé au mois de juin dernier. C'est pas que l'on ne me dise pas que c'est une explication que je sors là pour l'occasion. Ça fait des années que je le dis. Je l'ai expliqué dans une conférence qui s'appelle les partis politiques respectent-ils l'intelligence des Français? Et j'ai décrypté depuis maintenant des années ce qui se passe. Donc je suis d'accord avec cet internaute. Les instituts de sondage contribuent à formater l'opinion publique d'une façon absolument scandaleuse et ont joué évidemment à notre détriment. Alors, moi je serais favorable bien sûr à l'interdiction des sondages, mais ce que je vois, c'est qu'on risque d'avoir des sondages qui soient publiés dans d'autres pays, et qui soient effectués, par exemple, tel journal belge wallon ou tel journal belge ou tel journal suisse roman, rien ne l'empêcherait de commanditer un sondage en France par un institut de sondage français au moment de la présidentielle, et ensuite de publier ça sur son site internet situé en Belgique ou en Suisse, par exemple. Et avec Internet, ça se joue des frontières. C'est la raison pour laquelle je pense que le principe de l'interdiction des sondages me paraît bien difficile à mettre en œuvre concrètement. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'il faudrait peut-être améliorer la fiabilité des sondages. C'est-à-dire, par exemple, que les échantillons soient sur des montants beaucoup plus importants, des nombres beaucoup plus importants qu'il soit interdit de publier un sondage, par exemple, sous peine de poursuite judiciaire, un sondage où il y ait moins de, mettons, 10 000 personnes qui aient été interrogées. La deuxième chose, c'est sur le mode d'interrogation, parce qu'il y a des sondages qui sont effectués par Internet, mais ça, on ne sait pas qui est à l'autre bout pour répondre. Derrière la même adresse, il peut y avoir des personnes différentes. Je pense qu'il faudrait que les sondages soient des sondages en tête-à-tête, en vis-à-vis, comme on dit. Et puis je pense qu'il faudrait également qu'il y ait une déontologie sur les questions posées, parce qu'il y a des façons insidieuses de poser des questions pour arriver au résultat demandé. Donc il faudrait qu'il y ait une normalisation des questions qui soient supervisées, par exemple, par, mettons, je ne sais pas moi, le Conseil constitutionnel, justement, qui donnerait la liste des questions autorisées à poser en matière de sondage préélectoral. Ça serait, par exemple, non pas quel est selon vous celui qui a la meilleure chance de gagner, parce que ça, c'est une question vislarde. Quel est, selon vous, le candidat qui a la meilleure chance de gagner? Ça ne veut pas dire quel est celui que vous préférez, quel est celui dont vous pensez qu'il est le mieux pour la France. Ça veut dire quel est celui dont vous pensez qu'il va gagner. C'est une espèce de... un petit peu comme si on demandait quel est, à votre avis, le résultat gagnant au prochain quartet ou au prochain tiercé. Donc ça introduit tout de suite un élément subjectif, un élément de compétition de type équestre, etc.,
alors même qu'on laisse entendre que ce serait un sondage sur les idées politiques. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait au moins, sinon le Conseil constitutionnel, en tout cas une commission de déontologie qui valide ou qui ne valide pas la façon dont sont formulées les questions, parce que beaucoup de questions sont formulées pour arriver à un résultat particulier. Voilà. Alors ça c'est pour les sondages. Je pense également qu'il faudrait, pour chaque sondage, mettre très très clairement qui a financé le sondage. Quelles sont les ressources de l'Institut de sondage pour faire ce sondage? Qui est-ce qui a payé? Bon, cela étant, tout ça c'est des vœux pieux puisque nous ne sommes pas au gouvernement. Alors l'autre série de questions portait sur les modes de scrutin. Alors mode de scrutin, c'est la bouteille à la mer parce qu'il n'y a pas de bon mode de scrutin. Tout le monde sait qu'il n'y a pas de scrutin, de façon de voter qui soit idéale. Le scrutin actuel, uninominal majoritaire à 2 tours pour les législatives, ça, c'est pas, par exemple, ça ne sera pas le cas pour les élections européennes où il y a un seul tour à la proportionnelle. Le scrutin à uninominal majoritaire à 2 tours par circonscription, comme c'est le cas pour les législatives, introduit des distorsions qui sont considérables, on le sait bien. Le Front National, quoi que l'on en pense, est un parti qui représentait 12, 14, 15% de l'électorat, même parfois 18%, 20%, et qui se retrouve avec une poignée de députés. Ça n'est pas normal. Il devrait quand même avoir des députés à la mesure de son poids. Il n'est pas normal non plus que nous, qui avons représenté près de 1% des suffrages au moment des élections européennes, nous ayons 0 député. Voilà, il y a quand même 577 députés. Si on appliquait 0,92% à 577 députés, ça nous ferait 5 députés. Normalement, pour que le mouvement d'opinion que nous représentons d'ores et déjà, du moins que j'ai représenté à la présidentielle, soit représenté fidèlement, il faudrait qu'on ait 5 députés sur les 577 à l'Assemblée nationale. On en a 0. Donc, alors, est-ce qu'il faut par ailleurs passer à la proportionnelle intégrale? Vous connaissez très bien l'inconvénient de la proportionnelle intégrale, c'est que ça risque, surtout dans un pays comme la France, mais c'est vrai partout, ça risque d'avoir une espèce de morcellement du paysage politique, et donc une myriade de députés appartenant à quantité de partis politiques différents, avec comme inconvénient, premièrement, une très grosse instabilité ministérielle, le risque qu'il y ait des coalitions qui se forment pour renverser des gouvernements, c'est ce qui s'était produit sous la 4e République. Et puis avec un autre inconvénient, c'est que pour pouvoir gouverner, il faut quand même avoir une majorité. Et donc ça veut dire que le pouvoir, en fait, passe dans des combinazioni, comme on dit en italien, des combinaisons d'appareils qui se passent dans le dos des Français. Donc finalement, certes, ça paraît plus démocratique d'avoir une meilleure représentation, mais au définitif, si dans le dos des Français, les différents partis politiques s'entendent entre eux pour faire des combinaisons, c'est pas génial. Regardez ce qui se passe en ce moment en Allemagne. En Allemagne, c'est pas très bon. En Allemagne, c'est le système proportionnel avec quand même cette barre de 5% minimum qu'il faut avoir pour avoir des députés. Donc en Allemagne, ils ont un système proportionnel, mais avec la barre des 5%, qui exclut les petites formations. Mais d'ores et déjà, vous voyez qu'en Allemagne, il n'y a toujours pas de gouvernement, enfin de majorité. Il y a un gouvernement qui expédie les affaires courantes, comme on dit, mais Mme Merkel n'arrive pas à faire émerger un gouvernement de coalition. Ça ne s'est pas bien passé. Dans un premier temps, elle avait envisagé de faire alliance avec les chrétiens démocrates et le Parti libéral, et la CDU et la CSU, le Parti libéral et les Verts, et ça n'a pas marché à cause des libéraux qui avaient des positions très 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 eurocritiques. Donc ça a échoué. Donc après, Mme Merkel s'est tournée vers le Parti socialiste, le SPD, mais qui lui a des positions extrêmement pro-européennes, et donc ça patine également. Il va peut-être falloir donc qu'il procède à une nouvelle élection. Tout ceci, le jeu ayant été perturbé outre-Rhin par le fait qu'il y a un poids important du nouveau mouvement politique qui s'est développé, Alternative für Deutschland, qui est ce mouvement qui est qualifié d'extrême droite et qui est surtout très critique contre l'euro. Voilà. Alors, cet internaute a évoqué certaines autres façons de procéder. Il y a eu des réflexions qui avaient été menées déjà il y a longtemps, je ne sais plus par qui d'ailleurs, mais c'était pas par Condorcet ou je ne sais pas quoi, sur des façons différentes de voter, où on voterait sur une liste de celui qu'on préfère, de celui qu'on préfère à celui qu'on aime le moins, ou le moins pire, etc. Il y a des façons de procéder à des votes qui sont toutes plus réfléchies les unes que les autres. En fait, il n'y a pas de bon système électoral, premièrement.
Puis deuxièmement, ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas de nous, ça dépendrait éventuellement lorsque l'on aurait accédé au pouvoir. Je terminerai ce propos en disant quand même que Emmanuel Macron, si j'ai bien compris, souhaite modifier la règle électorale pour les élections législatives de 2022. Il y aurait une partie des députés qui seraient élus au scrutin uninominal majoritaire à 2 tours, qui a beaucoup d'inconvénients, mais qui a un mérite, c'est celui de faire ressortir facilement une majorité. Et puis il y aurait une autre partie des députés qui seraient élus, eux, à la proportionnelle, en fonction à la proportionnelle. Alors, on voit la logique, c'est pas mal. Objectivement, c'est pas parce que c'est Macron qui le propose que c'est forcément mauvais, c'est plutôt pas mal. Le problème qu'il y a, c'est que ça fait des députés à 2 vitesses. Il y en a qui sont les élus directement d'une circonscription et d'autres qui sont des élus à la proportionnelle qui ne représentent pas directement une population. Donc ça peut être également contestable. En attendant, ça serait peut-être un peu le moins pire des systèmes parce que ça permettrait à la fois de dégager une majorité et à la fois d'avoir des représentants d'un certain nombre de partis d'opposition qui pourraient faire valoir une autre façon de faire de la politique, qui pourrait faire valoir ça. Voilà ce que je voulais dire. Je sais pas, je vais peut-être m'arrêter parce que j'ai longuement parlé, mais j'aurais peut-être des mots à dire. Je sais pas si on va m'interroger sur les élections législatives partielles qu'il y aura bientôt. Et ces élections législatives partielles vont être l'occasion justement à tous ceux qui nous suivent de se mobiliser pour essayer d'avoir un député à l'Assemblée nationale, ou en tout cas d'avoir une percée, de faire une percée en termes de résultats électoraux. J'en profite pour remercier un nouvel adhérent. Nous sommes passés à 29 640 avec un adhérent qui, je crois, vient du Val-de-Marne, il me semble. Bienvenue à lui.